On ne sait jamais vraiment ce que l'on va découvrir lorsque l'on invite une personnalité à ouvrir le livre de sa vie. Prenons l'exemple de Didier Rey. Comment se douter que derrière l'éclat de cette parole universitaire se nichaient les prémices d'un échec scolaire répété? Comment s'en est-il sorti? C'est à découvrir avec ou sans filtre. Allez, c'est par là que ça se passe, Didier. Oh là. Et oui. Ouais, écoute. Ah oui, comme ça, agrandi comme ça, effectivement. Ah oui, agrandi, c'est quelque chose, il paraît. Ah oui, écoute, là, mes grands-parents, donc. On est où, là? Et à Saint-Florent 35. Oui, en 35, c'est mes grands-parents maternels, donc. Famille Franceschi. Franceschi, oui. Charles Franceschi, donc, et Marie Luciani. Ils vont partir l'année d'après pour Toulon. Pourquoi ils partent pour Toulon? La course des années 30, pas de travail. Un frère, un des frères de mon grand-père qui travaille déjà à l'Arsenal à Toulon, qui fait venir son frère parce qu'il a trouvé du travail. Et donc, comment te dire, la migration classique des courses de l'époque. Hein, voilà, hein. Ah bon? Pas de travail. Lui était chauffeur routier, donc plus de boulot, visiblement avec la crise des années 30. Et donc, un meilleur salaire en perspective, même si ce n'est pas des gros salaires, mais salaire meilleur à l'Arsenal de Toulon. Et donc, ils s'en vont. Voilà, et quitte, et on les retrouve à Toulon? Et on les retrouve à Toulon, voilà, et avec ma mère et ma tante, voilà. Elle est où, votre maman, là? Et c'est la fille aînée, donc c'est la fille aînée. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, et voilà, Marie-Jeanne. et ma tante, donc Jacqueline, voilà, et mon grand-père et ma grand-mère. Comment ça se passe, la vie à Toulon? Vous en a parlé, votre maman? La vie des exilés corses de l'époque, hein, Ah bon? c'est-à-dire entre Corses. Ah bon? Et oui, bien sûr. D'abord dans les quartiers populaires du port, qui étaient les quartiers où les Corses arrivaient, hein, comme toute migration, s'installer dans les quartiers populaires en bas. Et puis lorsque la situation s'est améliorée un temps soit peu, remonter vers l'intérieur de la ville. Voilà. Et donc là, ils étaient en fait dans ce qui sont devenus aujourd'hui des quartiers très huppés de Toulon, sur les hauteurs, sur le Montfaron. Avec un beau jardin, avec un grenadier, l'arbre. Magnifique, magnifique cette magnifique. photo. Elle avait des rêves, Ouais. votre maman, de petite? Vous en avez parlé? Oui, Le prince charmant, par exemple, de métier? Non, ouais, vous êtes être avocate, oui, ça Ah veut bon? dire. Ouais, vous êtes avocate, ouais. Ah. Et le prince charmant? Non, ça, c'était des choses, c'est une génération qui ne parlait pas de prince charmant. Alors comment elle le rencontre, lui? Et pareil, à l'Arsenal de Toulon. Ah bon? Et oui, elle travaille à l'Arsenal, lui, il est marin, et donc voilà, c'est mon père. Et lui, donc, il a quitté, il a 17 ans, hein. Il est parti de chez lui à 17 ans. Oui. Pour s'engager dans la marine. Il vient d'où, Jacques? Il vient des Pyrénées, il vient d'Arance. Quel jeune homme c'était, votre papa? Et je ne sais pas, parce qu'en fait, je l'ai très peu connu, parce que papa était dans la marine, et cette époque, il était personnel navigant, donc il était sur les bateaux. Et c'était l'époque des grandes, on va dire, croisières de propagande du gaullisme. Donc, effectivement, les photos qu'on va voir là, c'est des photos qui sont assez rares, alors. Oui, on peut dire ça, oui, assez rare, oui. Et puis bon, surtout en terrain neigeux. En 1960, hein, vous êtes né en Je suis de 1960. 60, oui, alors ça, 61, parce que je suis de décembre, donc je pense, ouais, à moins que ce soit, oui, c'est 61, je pense, début 61. Alors, parlez-moi quand même, un petit mot quand même sur votre maman. C'était qui, votre maman? C'était son caractère? Ah, et maman, c'est difficile à dire, je sais pas. C'est jamais facile, hein. Non, Une maman, c'est jamais facile. Ah, et qu'est-ce que je peux dire? Là encore, on va s'en faire dans les clichés, mais c'est vrai, je suis dans une famille, je suis le premier petit-fils dans une famille insulaire, exilée, donc je suis un peu le roi de la maison, en quelque sorte, voilà. Et donc celui à qui on va passer un peu tout au fil des années. Surtout que votre papa n'est pas souvent là, vous l'avez dit. Non, Hein. il n'est pas souvent là. En fait, je suis élevé par les femmes, je suis élevé par ma tante, ma mère et ma grand-mère. Donc, vous pouvez imaginer, voilà, dans un environnement, donc corse du continent. Voilà, j'ai pas grand-chose, on m'a mis des limites, je sais jusqu'où je dois aller, je ne dois pas aller, attention. J'ai été élevé avec des principes et des limites. Mais à l'intérieur de ces limites, voilà. Mais logiquement, c'est les papas qui mettent un peu des limites aussi quand même. Et vous le perdez assez rapidement, votre papa? Oui, puisque j'ai 12 ans et demi lorsqu'il meurt, en juin 73, donc moi je suis de décembre 60. Et donc effectivement, mais bon, les limites avaient été posées, honnêtement, j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Quand j'avais dépassé, je recevais ce qu'il fallait, et donc c'était dissuasif, on va dire, oui. Et quand même un mot sur le caractère de votre papa?
Ben, c'était quelqu'un de très, comment dire, c'est difficile parce qu'en fait, je l'ai très peu connu parce que il a quitté la marine en 67 et jusqu'en 67, en fait, il était pratiquement tout le temps en mer. Il a fait les campagnes atomiques des années 60, donc il est parti parfois pendant 9 mois. Donc pendant 9 mois, on ne le voyait pas. On l'avait au téléphone, voilà, et encore, c'était les lignes téléphoniques de l'époque. On pouvait imaginer, c'était une fois par semaine. On l'avait au téléphone, voilà, une fois par semaine, pendant 9 mois. Donc, voilà. Est-ce qu'on Non. parle de la Corse dans la famille ou pas Oui, ça oui, la bien Corse est sûr. présente. Oui. Oui, et puis de toute façon, pratiquement, enfin, les amis de ma grand-mère, c'était que des Corses. Oui. Donc voilà, donc c'était, à part quelques-uns, mais c'était pratiquement que des Corses. Donc oui, la Corse, elle était là. Elle était là, mais vous alliez en vacances ici. Oui, c'est facile. Enfin, c'est facile. Mon père n'étant pas souvent là, donc quand il y avait des vacances, il voulait aussi voir sa mère. Et comme mes grands-parents, enfin ma grand-mère était à Toulon, donc voilà. Du coup, effectivement, on allait là, c'était à Arance, chez mes grands-parents paternels. Donc, Et je crois savoir que c'était le paradis là-bas. Et forcément, c'était le paradis parce que c'était un espace champêtre. Voilà, donc il y avait beaucoup d'espaces verts, même si l'usine de Lac n'était pas très loin. Mais c'était vraiment, oui, c'était le paradis. Mais sans ces mots. comme vous l'avez dit, vous grandissez dans un milieu corse et votre maman, elle a envie d'y retourner en Corse. Oui, bien sûr. Elle ne bien parle sûr. que de ça, elle. Oui, Elle oui, parle maman, que de ça. on parle souvent. Pas Ouais. que de ça, mais on parle, oui, oui. Et donc oui. en 1969, quand vous avez 9 ans, Et oui. c'est la grande traversée. Oui, c'est la grande traversée finalement, hein, puisque mon père quitte la marine. Bon, il se lance dans le commerce, je lui dirais, mais ça marche pas. Et finalement, il trouve un emploi à Caramontine. L'été, oui. à Caramontine, il était économe, il était gestionnaire, donc comptable. Et pour la saison 69, donc, on est à Caramontine. Voilà. Eh ben, allons voir ce que ça donne l'arrivée Voilà, en Corse. voilà. Et Allez, voilà. on va voir. On va voir un peu par ici. Allez Didier, prenez place. Merci. On a traversé la Méditerranée. Oui. À la nage. Oh, je tire la rate. Eh oui. Ouh là là. À Bonifacio. donc. À Bonifacio, l'ancien stade, François Roitel, aujourd'hui un parking. Donc, Vous êtes heureux, vous êtes heureux d'arriver en Corse? Vous Alors, venez à 9 ans à 9 ans, on ne se rend pas compte. C'est un changement, on se fait très très vite, mais très très vite, de nos amis. Bonifacio de 69-70, c'est évidemment pas Bonifacio aujourd'hui. C'est une véritable communauté, on va le dire, hein, réellement, très, comment dire, très englobante, très très vite. Et je trouve très très vite mes marques, rapidement. Et donc voilà, oui, ça reste des années extraordinaires. Oui. Et en 69, il y a un événement en Corse et il faut absolument que toute la famille y aille. C'est celui-ci, Didier. En quittant l'hôtel de ville, le président de la République gagne la place Saint-Roch. Il assiste, ainsi que Madame Pompidou, qui l'accompagne dans sa visite officielle, à la messe de l'Assomption, dite en plein air et en présence d'une foule considérable et recueillie par l'évêque d'Ajaccio, Monseigneur Collini. Après une brève étape à la préfecture, où il est reçu par le préfet de la Corse, M. Maurice Lambert, le chef de l'État se dirige... Vous êtes là, parmi la foule. Oui. Je me souviens d'une journée écrasante de chaleur. Une chaleur, encore aujourd'hui je m'en souviens, une chaleur terrible. Donc à l'époque, c'est l'été 69, mon père était à Caramontine, on est parti le matin de Portivicchio, on était en voiture à Ajaccio, avec les routes de l'époque. Et on passe la journée entière à Ajaccio pour voir les défilés, etc. Et oui, on est, quand il y a le discours un peu plus bas, ensuite sur la place du Diamant de Pompidou, oui, moi je me suis un peu faufilé auprès des barrières, et je suis à une quarantaine de mètres je vois Pompidou, effectivement, là, je me souviens parfaitement, oui. Une chaleur suffocante. Écrasante. Votre papa, pourquoi il fallait qu'il soit là à tout prix? Non, mais c'était Napoléon, l'armée, bon, il était... Gaulliste. Gaulliste, Oui, votre des père. gaullistes, oui, ils sont gaullistes, mes parents sont gaullistes, comme l'étaient certainement beaucoup de gens à l'époque. Oui, bien sûr. Alors, je me souviens 2 ou 3 fois, quand il y avait les élections législatives, présidentielles, donc ils allaient voter, et nous on attendait dehors. Et après, je me souviens, ma mère demandait à mon père, pour qui tu as voté?
Ah, moi, j'ai voté, mettons, De Gaulle. Ils disaient, ah, moi aussi. Donc, ils étaient. Voilà. Mais vous voyez, ça veut dire que, vraiment. Voilà. mignon, ça. Mais en fait, il n'y avait pas d'instruction de vote. C'est ça que je veux dire. Mais bon, en fait, il n'y avait pas besoin d'en avoir. Mais il n'y en avait pas. Vous voulez être militaire, petit? Oui, hein, bien hein, sûr. Ça vous ouais, plaît, là, les mon père, défilés bien comme sûr, ça? ouais. Ouais. Je vais être marin. Marin. Ah oui, parce que mon père était marin. Bien sûr, là aussi, c'est grand classique. Hein. Et puis vous travaillez bien à l'école jusqu'en 5e, et puis vous l'avez dit, en 5e, votre papa meurt, et là c'est un vrai choc, là, il se passe bien sûr. quelque chose. Oui, bien sûr, parce que bon, à partir de là, c'est très déstabilisant, effectivement. Vous commencez à redoubler la 3e. Oui, tout à fait. Ça Oui. va plus du tout à l'école. Non, ça plus du tout. On vous retrouve. Au lycée de Sartène, ça c'est plus tard, putain, là, pardon. Piombo, Ligérem. Oui, ça doit être 77 ou 78, ouais, ça c'est plus tard au lycée de Sartène, oui. Mais au lycée de Sartène, vous êtes dans quelle section? Alors, on m'oriente mal. J'étais très bon en français, je restais bon en français et en histoire surtout, hein, bien sûr, et déjà. Et en fait, je suis orienté dans une section à B3, ça s'appelle à l'époque, section de dactylo, de trucs comme ça. Bon, j'ai rien à faire là-dedans. Donc voilà, et je passe 3 années où je m'amuse beaucoup. Vous n'allez qu'en cours d'histoire d'ailleurs, pratiquement. Oui, pratiquement. Enfin, là, en seconde, je vais à peu près à tous les cours. Et puis bon, je passe en première, je passe en terminale. Voilà, hein, on va dire. Mais bon, l'année de terminale, c'est une année fantastique. Hein, on s'est beaucoup amusé. Mais toute la classe, on s'est beaucoup amusé. On a tous échoué au bac. Vous échouez au bac? Tous, toute la classe. Il n'y en a aucun qui a eu le bac cette année-là. On a passé une année extraordinaire. Vraiment, c'est Heureusement, deuxième chance. Ouais. Peut-être que... Deuxième chance, oui. C'est lui. Ah, deuxième chance, deuxième chance, là. Ah, Monsieur Pastoret, bien sûr, belle photo. Ah, Monsieur Pastoret, oui, bien sûr, qu'on voit là. Donc, le troisième à partir de la gauche, c'est ça. Pourquoi c'est une chance? Et parce que d'abord, bon, l'absurdité du système, pour une fois, m'a servi. On a un cours d'histoire. On a 1 heure d'histoire semaine. 1 heure d'histoire semaine, bon, déjà, hein, en terminale. Et on ne l'a pas au bac. C'est-à-dire qu'on a une matière en terminale que l'on ne passe pas au bac. Donc ça veut dire, en plus 1 heure semaine, ça veut dire on n'y va pas, c'est clair. Et moi j'y vais parce que évidemment l'histoire, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc j'y vais et on fait une interro, donc à la fin du premier trimestre, et j'ai une excellente note. Et M. Pastorel, à la fin de l'heure, tu restes à la fin du cours. Moi, parce que bon, c'est un monsieur qui en a imposé, hein. Il dit, et à la fin de l'heure, il me dit, on le regarde. J'ai vu ta copine, mais qu'est-ce que tu fais là? En gros, qu'est-ce que tu fais en G? Tu dois être en A. Et je lui dis, ben monsieur, voilà. Il me dit, alors regarde, à partir de maintenant, tu vas aller en cours. Je ne te demande pas de travailler, mais tu vas aller en cours. Tu vas être sérieux jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, tu vas être présent jusqu'à la fin de l'année. Et moi, l'année prochaine, je te ferai passer en terminale A. Et c'est effectivement ce qui se passe. Je vais en cours, du coup. Je fais rien, parce que je ne peux rien faire. De toute façon, voilà. Mais je ne me fais pas remarquer. Et à la fin de l'année, au conseil de classe, donc, il obtient le redoublement, mais en terminale A. Et l'année d'après, je suis en terminale A. Je l'ai comme de nouveau commencé en histoire géo, mais là, avec bien sûr tout autre niveau, hein, en A. Et j'ai le bac. J'ai le bac en littéraire. Voilà, j'ai le bac littéraire. Sacrée chance. Ah oui, M. Sacrée Pastorel, chance, bien monsieur sûr. Pastorel. Oui. Et donc, une fois le bac en poche, vous vous dites, tiens, je vais aller faire des études. Vous partez, Évidemment. et vous partez où? À l'époque, Corté n'existe plus, il n'existe pas encore comme on veut, et donc c'est voilà, et c'est Aix ou Nice, hein, Aix ou Nice, et c'est toujours pareil. Comme j'ai des amis bonifaciens qui sont à Aix, je vais à Aix. Et puis à Aix, par contre, on ne se refait pas. Vous n'avez pas trop étudié. Disons que la première année, je suis dans la continuité un peu, voilà. Ah non, je ne fais rien la première année. Carrément rien. Non, rien. Carrément rien. J'ai arrêté les cours au bout d'un mois et c'est une vie extraordinaire. Je connais d'autres personnes qui viennent un peu toute la Corse, parce qu'on est entre Corse, évidemment. Et voilà, des amis avec qui je suis toujours en lien, qui sont toujours ses amis. Ça soude les amitiés, ça, la rigolade. Oui. Et donc la première année, elle est extraordinaire. Voilà. Et puis l'été, quand même, il va falloir gagner des sous pour partir une deuxième année. Et l'été... Et on travaille aux grottes, voilà, avec la tenue du Sporting et la tenue du Pays de Galles. Parce que les couleurs me plaisaient, à l'époque, les couleurs. Voilà. Vous faites visiter les grottes, c'est ça, à l'époque, ce sont des petits bateaux, effectivement, 20 personnes, 22 personnes. J'ai fait le guide d'abord. Oui. Alors moi, ce qui m'interpelle, bon, le guide, on peut bien le comprendre, avec votre formation en tout cas, vos prédispositions pour l'histoire, mais par contre, le short et les tenues de sport, le sport, c'est pas trop pour vous, pourtant, à l'époque. Non, j'ai jamais fait de sport. J'ai fait un peu de judo, Et puis au foot, vous n'êtes pas tellement bon non plus. Je suis absolument nul, c'est une nullité totale, absolument. Mais il y a ce maillot du Sporting. Et oui. Et là, c'est un vrai déclic, parce que sur le continent,
il va se passer quelque chose avec le Sporting. Il y a une rencontre, en tout cas. Le continent, le Sporting et vous. Qu'est-ce qui se passe? Non, le Sporting, il faut se souvenir, bon, d'abord, ce qu'étaient ces années 70. Voilà, la Coupe de France 72, le Sporting en finale. Et l'engouement, et puis tous les discours qu'il y a autour. Et quand on est gamin, on est très impressionné par ce qui se dit sur le football. Mes parents ne s'intéressent pas du tout au foot, ni ma mère ni mon père. Et pourtant, pour cette finale, ils sont tous les deux devant la télévision pour voir cette finale de 72, parce qu'il se passe autre chose. Et puis, vous entendez dire des choses, et puis vous vous intéressez. Et il faut le dire aussi, on était tous Bonifacio, les Bonifaciens, on lisait de manière... D'abord, on lisait le Corse Matin ou le Provençal sur les articles sur le Sporting, et puis les articles de Victor Ciné. Le pauvre Victor Ciné, je rends encore hommage à Victor Ciné. Parce que lire les articles de Ciné dans l'équipe dans France Foot, c'était quelque chose, vraiment. Et ça nous a vraiment... Qu'est-ce qu'il écrivait, Victor Ciné? C'est-à-dire qu'il exprime des choses qu'on pouvait ressentir par rapport à ces années 70, un peu de problèmes corses qui étaient là, qu'on pouvait sentir germer, plus ou moins, quand on est entre 12 et 15, 16, 17 ans. J'ai 15 ans, mon aléria. Donc voilà, c'est des choses qui marquent et qui vous montrent que c'est aussi autre chose. Voilà. Et finalement, gamin, je me disais, un jour aussi, moi, je voudrais écrire des choses sur le Sporting, parce que c'est lui qui me portait, vraiment. Puis il y avait les affaires, il y a eu Bastia-Lens, Bastia-Nice, toutes ces histoires. Voilà. Hein. Et puis, par contre, quand vous retournez après, vous vous mettez à travailler en histoire, en revanche. Hein. Première année, il faut bien. Et vous franchissez les échelons, et on vous retrouve avec cette personne. Oui, bien sûr, Francis Mompogne, qui est exactement. Oui, tout à fait. Et les cours de Francis Mompogne à l'université de Corse, à l'université d'Aix, excusez-moi, étaient vraiment captivants, hein. Et toujours sans ambiguïté, il n'était pas nationaliste, il le disait, il n'avait jamais eu ambiguïté de ce côté-là. Hein. Mais par contre, il avait cette capacité à ouvrir vraiment l'esprit, vraiment, vraiment. J'ai fait ma maîtrise avec lui et j'ai fait mon DEA avec Francis Mompogne, oui, tout à fait. Les Furushiti corse de 1729 à 1815, qu'est-ce que c'était les Furushiti? Les exilés politiques, en fait. Les exilés politiques. C'est Francis Mompogne qui m'avait d'ailleurs orienté vers ce sujet-là. Oui. Bon, après, j'ai pas mené. Je voulais m'inscrire en thèse là-dessus, puis bon, la vie a fait que. Voilà, la vie, c'est ça. Autre chose. Voilà, aussi, c'est ça. Et puis les enfants après, et voilà. Donc, c'est la rencontre. Et puis voilà. Et donc, du coup, il arrive un moment où il faut choisir, quoi. Hein, et donc, j'ai mis les études de côté. Et puis, va arriver une autre rencontre. Alors, pas du même niveau que celle-là, mais une autre rencontre qui va être vraiment fondamentale dans votre parcours. Non, on ne la regarde pas là. Ah, bon. On va la voir dans une autre partie. Ah, allez, venez avec moi dans une autre pièce. Ça va. Didier, donc la pièce de la rencontre, de l'autre rencontre fondamentale. Venez, approchez-vous. C'est celle-ci. Oui, bien sûr, Alfred Wahl. Vous lisez son livre, La balle au pied, Histoire du football, et c'est une révélation en fait. Oui, en tout cas, ça confirme ce que je vais faire depuis tout petit, écrire quelque chose sur le Sporting, mais écrire quelque chose sur le football corse, d'abord et avant tout, oui, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce que vous lisez ça et vous lui écrivez, vous dites... Oui, je lui écris tout simplement. Oui, parce que j'abandonne mon ancienne thèse pour des raisons, l'investissement avait d'autres raisons que scientifiques. Et oui, je lui écris et il me donne rendez-vous, à Paris, et donc je me rends à Paris pour le rencontrer, je lui expose mon projet et il accepte. Et donc voilà. Et ce projet, c'est quoi? Ce projet, c'est travailler sur le football corse et le phénomène identitaire. Voilà. Au début, je suis très ambitieux et je veux faire une comparaison avec la Sardaigne, avec la Sicile, avec Crète. Bon, il me ramène vite sur terre. Il me dit de faire la Corse, ce sera déjà très bien. Et il avait 100 fois raison. Et oui, il avait 100 fois raison parce que vous allez travailler énormément. Il va falloir notamment, dépouiller ça, c'est un plaisir. Hein. Bastia Journal. Notamment Bastia Journal, le Petit Bastier. Bon, à l'époque, d'archives en ligne, il n'y en a pas. Hein. Donc c'est à l'ancienne, il faut dépouiller tous les journaux. Hein. Voilà. Sauf qu'à l'époque, vous êtes marié, vous êtes prof aussi. Oui. Il faut que votre couple soit solide, vous venez dans les archives, vous passez un temps fou. Oui, parce qu'à l'époque, j'ai mon poste au lycée de Porto-Vecchio, je donne déjà des cours à la fac. Ouais. Et donc les enfants ont quand même 7-8 ans, donc c'est pas gagné non plus. Hein. Oui, et c'est ma femme qui pendant 4 ans va assumer tout. Même les enfants me disaient, papa, on ne te voit plus. Hein, tu es toujours sur l'ordinateur ou tu es jamais là. Donc c'est pas facile. Hein. Et puis sur ces journaux, la thèse arrive. Football insulaire, méditerranéen, et phénomène identitaire.
Le cas de la Corse 1905-2000. 2000, et que j'ai publié un peu plus tard, voilà, effectivement. Très important pour vous, cette thèse. Oui, parce que finalement, c'est l'aboutissement d'un rêve d'enfant. Voilà, j'ai fait un truc sur le football corse comme Victor Ciné. Voilà, c'est ça, j'avais rencontré Victor. Hein. Le pauvre Victor, je l'avais vu plusieurs fois, on avait sympathisé. Mais en-delà de... Voilà, et oui. Et puis l'aboutissement, il est là aussi, parce qu'après une thèse... Eh bien, oui, ben après j'ai la chance d'être recruté à l'université, quelques temps oui. plus tard, oui, bien sûr. Oui, professeur de faculté. Voilà. Vous, l'élève médiocre. Non, mais Didier, vous avez redoublé la troisième, la terminale, vous vous retrouvez prof d'université. Oui. Ben, parce qu'à un moment donné... En 2006, c'est ça? Oui, je suis recruté en 2005. Alors, je donne déjà des cours depuis 99, mais je suis recruté en 2005. Oui, Quel sentiment vous anime quand... Ben, l'envie de publier encore plus, de faire, voilà, d'être disons, voilà. Ben, l'avantage, c'est que vous avez une obligation de cours qui est nettement plus réduite, effectivement, quand vous êtes en secondaire, donc ça vous ouvre des perspectives de recherche plus importantes. Elles sont là, les perspectives de recherche, sûr, justement. Vous commencez à publier, vous continuez même, j'ai envie de dire, avec ça. Oui, voilà. Sport et société. Intéressant. Alors là, on va s'arrêter un petit peu là-dessus, parce que faire l'histoire du sport et de la société en Corse, c'est révélateur de beaucoup de choses. Par exemple, cette date de 1972, avec... Jusqu'en 72, l'hymne de Corse, c'est l'Ajaccienne. Ah oui, sans souci, bien sûr. Oui, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe en 72 ? Pourquoi c'est l'Ajaccienne, d'ailleurs, l'hymne de Corse Et l'Ajaccienne, c'est finalement Ajaccio, l'empereur, Napoléon. Voilà, rappelons-nous, quand le Gaz remporte son premier titre de champion de France amateur en 63, l'Ajaccienne, c'est, et je crois de mémoire, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais même pour la rencontre entre la Corse-France de Marseille en 67, les hymnes entre guillemets, je crois que c'est l'Ajaccienne qui est jouée pour la Corse. Voilà. Donc oui, c'est le modèle intégrationniste, effectivement. Et en 72, qu'est-ce qui se passe ? Et en 72, on va ressortir le Dioviso Virgine. Alors tout n'est pas fait parce qu'on a encore des banderoles à les Bastia. Voilà, on a toujours des choses de style Bastia, l'empereur te regarde. On a toujours ces choses-là, mais on voit déjà aussi des slogans Forza Bastille, et on voit là des mutations. On voit des poèmes, des chants sur cette finale de 72 en langue corse. Et effectivement, le Sporting fait partie et partie prenante de cette résurrection, on va dire, de ce requiste. Incontestement, il se passe beaucoup de choses. Et puis, faire de la recherche, c'est aussi s'amuser. Oui, c'est s'amuser, oui. Oui, bien sûr. Et notamment avec ce genre de livre. Oui. Effectivement, Jalons pour une histoire de la Corse, c'est partir d'un objet, c'est ça ? Un objet, un personnage, un événement. Voilà. Et l'événement, celui-ci, c'est votre dernier ouvrage. Intéressant, ça dit quoi, ça ? C'est le circuit automobile de la Corse dont on vient de fêter le centenaire. Oui, il est très intéressant parce qu'en fait, à travers le circuit automobile, d'abord, il y a tous les fantasmes de croire qu'une compétition sportive à elle seule pourrait générer un développement économique. Bon, on sait bien que c'est un leurre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est juste après la Première Guerre mondiale. Il y a vraiment une volonté des élites insulaires, d'une partie des élites insulaires, du monde économique et même du monde culturel, de sortir de tout le carcan méréméen, de sortir aussi du sous-développement et de se prendre en main à travers la compétition sportive. Et là, il y a des textes vraiment très, très intéressants. Ça échoue finalement, mais c'est vraiment très, très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, je me suis permis de mettre ça. Ah, Fernand Ettori, bien sûr, oui. Voilà. Fernand Ettori, qui avait envie de réévaluer l'histoire de la Corse. Ça a été très intéressant. Est-ce que vous vous inscrivez dans sa continuité ? D'abord, j'ai eu la chance et l'honneur d'être son étudiant à Aix. Oui. Donc j'ai suivi les cours d'histoire de la Corse et de langue corse avec Fernand Ettori. Donc, bien sûr, c'était pour beaucoup de gens de ma génération, c'est un maître à penser dans le sens noble du terme. Effectivement, la réévaluation de l'histoire de la Corse, c'est un article de 77, mais un article vraiment fondateur de ce point de vue-là. Réinsérer la Corse d'abord dans son environnement italophone et puis méditerranéen, et donc analyser aussi l'histoire de la Corse en elle-même sans présupposer, oui, c'est un article une pensée fondatrice, réellement. Et donc il y a deux choix là, l'histoire finalement, où on l'apprend telle qu'on nous l'a appris, et finalement c'est pas grand-chose. Dites-moi si je me trompe, Didier. Soit on la réévalue, on la réécrit un petit peu, et on enflamme un peu les mémoires. C'est un petit peu ça, là. Oui, c'est-à-dire, là, c'est réévalué dans le sens, vraiment, il n'y a pas de téléologie dans l'histoire de la Corse. La Corse n'est pas destinée à devenir française, comme longtemps on l'a dit. Non, il y a des choix. Jusqu'au milieu du XIXe, il y a plusieurs choix qui s'offrent. Ça n'arrive pas, il n'y en a qu'un qui reste, finalement. Mais l'idée, c'est justement de réévaluer tout ça. Être intellectuellement toujours très, très prudent et pointu, et réfléchir et travailler et aucune concession à la facilité. Ça, c'est remarquable article, pas que cet article. Et alors, permettez-moi une dernière question. Oui. Est-ce que être historien, alors, finalement, c'est faire de la politique ou pas ?
Non, être historien, c'est donner à réfléchir aux gens. Et je pense que, d'abord, à nos étudiants, bien sûr, c'est faire en sorte qu'à la fin des cours ou à la fin des années que vous avez passées avec eux, ils aient plus de questions que de réponses. Si à la sortie, ils ont plus de questions que de réponses, je pense qu'on n'a pas perdu notre temps. Voilà, se questionner en permanence. Voilà. Et ne jamais accepter les choses telles qu'elles sont, réfléchir. C'est ça l'essentiel. Oui, c'est ça. Réfléchir et s'amuser. Oui, puisque regardez, c'est votre dernier amusement voilà. et vous allez réagir. Ah oui, ça. Bon, il y avait celui-là d'amusement aussi, on s'est fait plaisir avec Marco. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Effectivement, la philatélie. Mais pareil, pas la philatélie, je ne suis pas philatéliste. Mais en revanche, le timbre m'intéresse comme objet d'histoire. Voilà. Pour ce qu'il porte, pour ce qu'il dit, ce qu'il veut dire ou qu'il ne dit pas, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il ne dit pas, ce timbre, alors? Bon, lui, je ne sais pas, mais parce que là, c'est un terme d'Andorre. Mais par exemple, si on regarde en 2014, pour le centenaire de la bataille de la Marne, de la Grande Guerre, il y a un bloc feuillet fait par la Poste française, donc on voit les soldats qui montent pendant la bataille de la Marne, et il y a une notice qui l'accompagne, où la Poste explique ce qu'est cette bataille de la Marne, effectivement, une date importante. Il n'y a pas un mot, mais pas un mot, sur la part qui prend le contingent britannique. Voilà, il n'y a pas un mot. Et quand on regarde le terme de 64, donc il est là pour le 50e 1964, pour le 50e anniversaire de la bataille de la Marne, c'est la même chose. Il n'y a jamais un mot sur le contingent britannique. Comme si la bataille de la Marne n'avait concerné que les Français et les Allemands, et pas les Britanniques. Alors que les Britanniques ont pris une part importante aussi. Alors, mais les Allemands avec leurs moyens, le corps expéditionnaire était plus limité que l'armée française. Mais voilà, un oubli. Hein, et donc vous êtes en train d'écrire un ouvrage là-dessus pour justement, oui, là, pour remettre un peu les pendules à l'heure? Non, parce que je n'ai pas cette prétention, mais pour, encore une fois, réfléchir et essayer de faire réfléchir sur quelle mémoire porte le timbre-poste en Europe. Voilà, quelle mémoire, une mémoire oublieuse ou mémoire au contraire surabondante sur certains points. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il porte? Qu'est-ce qu'il dit? Avec l'histoire, finalement, on réfléchit et on s'amuse. Moi, je m'amuse aussi, bien sûr, il faut s'amuser, mais c'est réfléchir, oui, avant toute chose, je crois. C'est très important. Et se faire plaisir, c'est encore... Qui l'eût cru? Heureusement qu'il y a eu ce monsieur Pastorel qui est venu vous récupérer. Je comprends. Non, bien sûr, monsieur Pastorel. Évidemment, oui, et comment? Allez, vous d'un côté de moi. Je veux dire, la dernière photo de l'émission, c'est moi qui l'a fait. Voilà, avec un petit selfie. Ça a été un véritable plaisir de vous découvrir, Didier. Merci, plaisir partagé. Bonne continuation à vous. La retraite, c'est dans 4 ans, si tout va bien, j'espère. Si tout va bien. Oui, dans 4 ans. Il y a encore beaucoup d'ouvrages à commettre. Beaucoup de faire plaisir. À bientôt. À bientôt, merci. Ciao. À bientôt.